Est-ce que tu peux revenir sur la genèse du projet, comment ça a été initié en fait? Alors ça a été initié au départ, alors c'est un peu l'aventure, parce que moi à cette époque-là, je postais sur un forum d'illustrateurs, d'animateurs, de mecs qui faisaient de la BD aussi, qui s'appelle le Café Salé simplement. Et il y avait une exposition sur le thème du rêve et cauchemar. Et, et donc on avait carte blanche pour faire ce qu'on voulait. Comme je faisais un petit peu de commandes, de choses comme ça, j'avais vraiment envie de faire une image qui m'appartienne complètement en fait, hein, qui me libère. C'est l'image qui sert à la couverture en fait, hein, qui a été une affiche aussi à une période, qui est toujours une affiche. Et le projet est initié comme ça en fait. Barbara Canepa en fait a vu l'image sur le forum et a pris contact avec moi pour savoir si j'avais un projet sur cette illustration. Et puis on s'est rencontrés et puis on a initié le projet comme ça petit à petit. Moi je ne me sentais pas de l'écrire tout seul, donc elle m'a proposé de travailler avec Bruno, qui a écrit à partir de l'affiche un premier synopsis. Et puis j'ai trouvé ça super, donc on est parti là-dessus. Ça a mis un petit peu de temps avant de se mettre en route. Et sinon, la trame de Suisine, c'est quand même une trame qui rappelle d'autres contes classiques ou même modernes. Ouais. Est-ce qu'au départ, il n'y avait pas cette crainte de proposer quelque chose de déjà vu? Et en Alors, quoi avez-vous cherché c'était l'originalité? pas une crainte parce que c'était un peu l'intention de départ. Avec Bruno, quand on a pris contact, il m'a demandé un peu ce que je pressentais autour de ce sujet avec ces personnages assez fous. Et moi, je m'en cache pas, hein, j'ai des grosses influences autour de Miyazaki ou de Alice au pays des merveilles. Enfin, c'était vraiment les indications de départ que je lui ai formulées pour voir si ça le branchait aussi. Et puis, si on partait sur une trame dans un registre plutôt classique comme celui-ci. Et c'est parti vraiment comme ça. Moi, j'avais deux clés au départ. J'avais l'envie de faire quelque chose qui se rapproche des histoires que j'aime bien. Donc, il y avait Alice au pays des merveilles et il y avait Le voyage de Chihiro. Et c'était vraiment le point de départ. Et il y avait aussi l'envie d'aborder une thématique en triptyque. Là, c'est le premier tome. Il y aura trois tomes. Et l'idée principale, c'était d'avoir un triptyque qui dise tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, ça peut être gris aussi, trouver une espèce d'étape un peu intermédiaire. Donc on a décidé d'axer chaque livre sur une de ces thématiques-là. Là, on est dans le blanc, on est sur le thème de la lumière, donc c'est très joyeux, il y a beaucoup de couleurs. Ça reste encore joyeux. Voilà, ouais, oui. Et ça le restera plus ou moins parce qu'il y a toujours la naïveté de Suzine derrière. Donc on restera toujours dans un univers enfantin, entre guillemets, même si ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants. Mais ça sera un petit peu plus sombre à partir du deuxième volume. Voilà. Et ces mondes merveilleux, oniriques, justement, du conte, ça laisse au niveau créatif aussi bien au niveau du récit que du dessin, une large palette pour votre création. Est-ce que c'était Ah bah un confort de travail? ouais, c'était vraiment une volonté en fait, hein, dès le départ. Je pense aussi bien Bruno que moi, on avait envie d'un récit et d'un univers qui est suffisamment libre pour pouvoir y placer plein de choses qui nous plaisent depuis longtemps. Moi, la création de personnages qui au départ veulent pas dire grand chose, qui sont un petit peu un laisser-aller sur une feuille de papier, c'était une façon de pouvoir mettre en œuvre ça sur le long terme avec une véritable histoire et puis de pouvoir approfondir tout ça en fait. Et puis de laisser beaucoup de part à la découverte aussi. Moi j'aime bien l'idée d'attaquer un récit, enfin pas forcément un récit, mais une illustration, si je m'attache vraiment à ma partie, une illustration en ayant une petite idée de départ, mais pas trop fixée, pour pouvoir avoir un maximum de liberté d'expression en fait.
Et la plupart des images du livre, même si elles sont très attachées au texte et à l'histoire de Bruno, elles sont aussi très très libres en fait dans la façon que j'ai eu de les construire. Euh, je me dis pas tel personnage aura telle tête, tel personnage aura telle personnalité. Je laisse ça venir petit à petit en fait. Et sinon, comment tu as travaillé concrètement sur le projet, enfin, au niveau du dessin? Parce que je crois que tu travailles sur des gros formats au départ. Ouais. En fait, au départ, je voulais le faire vraiment à la peinture, mais en termes de temps, ça aurait été vraiment ric-rac. Et puis, il y avait aussi la crainte de ne pas pouvoir aller aussi loin que ce que je voulais au départ. Et donc, je me suis attaché à une technique que je travaille depuis maintenant quelques années. C'est des grands formats crayonnés en niveau de gris, en fait, où j'établis mes volumes de manière un peu succinct au départ, et puis j'enrichis par le crayonné, parce que j'ai envie de raconter, tout en niveau de gris, et à partir de là, je fais une mise en couleur sur ordinateur en fait. Et au niveau du projet, donc tu fais des pleines pages, des doubles pages, Ouais. tu fais aussi des têtes de chapitre, des cabochons. Est-ce que chaque dessin est vraiment essentiel pour l'équilibre général de l'album? Ouais, complètement. En fait, au départ, quand on a commencé à travailler le projet, avant que le texte soit terminé, j'ai commencé par mettre en place une maquette. On savait à peu près sur combien de pages on serait. On s'était fixé comme ça avec Clotilde et Barbara une petite contrainte de pagination. Et moi j'ai commencé à maqueter avec ce que j'avais au départ, une grande partie du bouquin, ce qui me permet de pouvoir rythmer et justifier tout ce que je vais y apporter. Les entrées de chapitres par exemple, qui forment comme des espèces de petits cabochons avec des arabesques et le titre du chapitre, elles sont très narratives en fait. Elles viennent un petit peu raconter ce qu'on va trouver dans le chapitre, mais sans trop en dévoiler en fait. Et je fonctionne souvent comme ça en fait, par petites idées, petits clins d'œil. C'est beaucoup ça. Il faut tout regarder en fait. Ouais, tout est important. Bon, le Dormainveille est peuplé d'êtres tout à la fois étranges et qui sont habités d'une forme de tristesse qui les empêche de vivre, de se transformer. Donc, c'est la transformation qui les fait aussi vivre. Et Suzine se trouve donc avec les récits qu'elle raconte, qu'elle a glanés un petit peu auprès de sa grand-mère. Elle a une certaine forme de responsabilité, je suppose. Parce qu'elle se sent qu'elle découvre en fait. De ce qui arrive aussi après. Ouais. Mais tout ça, elle le découvre au fur et à mesure du récit, parce que, pour résumer un peu simplement l'histoire, Suzine, c'est une petite fille qui est un peu confrontée à elle-même, qui subit la perte d'un être cher, comme ça peut arriver à beaucoup de monde, et elle va s'isoler en fait. Elle s'isole et elle va se retrouver dans un monde qui s'appelle le Dorméveil, qui est un monde merveilleux, mais elle ne sait pas du tout ce qui l'attend en fait dans ce monde-là. Tout est un jeu de découverte, de rebond aussi, d'idée qu'en amène une autre. Et en fait, oui, tout ce qui toutes les rencontres qu'elle va faire, le pouvoir entre guillemets qu'elle va se découvrir, est fait de ce qu'elle est en fait, de ce que sa grand-mère lui a raconté, et puis de son imaginaire à elle aussi qui est débordant en fait. Donc elle est à la fois maître de son univers, et en même temps elle en est un petit peu je veux dire la victime, mais c'est pas une victime dans l'histoire, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que son univers va prendre le dessus sur son propre imaginaire à elle. Après, je vais pas en raconter trop non plus, mais c'est un peu le principe. Et est-ce que tu peux revenir sur un élément que je trouve assez intéressant dans le récit, c'est l'absence pour les personnages d'ombre. Ouais. Parce que bon, par exemple, si on prend, je sais pas si tu connais le récit de Von Chamisso ou Peter Schlemy, où en fait le personnage vend son ombre en fait au diable et se retrouve en fait à avoir une vie totalement
vide. Ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce que tu peux revenir sur cet élément, comment c'est venu? Alors c'est venu par rapport à l'idée du triptyque au départ. Je te disais que sur celui-ci, on est sur le blanc, c'est-à-dire le monde de la lumière. L'étrangeté dans ce monde-là, c'est Suzine. D'une part parce qu'elle ressemble absolument à rien de ce qui existe dans cet univers, et d'autre part parce qu'elle a une ombre, elle, qui est très définie, qu'on voit au sol et que les autres personnages n'ont pas. C'est son identité en fait. Les autres personnages n'ont pas réellement d'identité. Ils sont une espèce de folie, quoi. Une sorte de rêve où tout n'est pas très défini. Et elle, pour le coup, elle est très définie et son identité, son ombre, va créer tout le reste de l'histoire parce que ça va interloquer. C'est un univers vraiment d'enfance, de bonbons, elle a une ombre aux réglisses et ça se fait pas. Ils ont tous des ombres très très douces, elle a une ombre qui est vraiment très définie, une ombre aux réglisses et ils n'ont jamais vu ça, donc ça va forcément créer tout un tas de questionnements et puis ça va l'amener à faire une rencontre importante avec la reine des larmes qui est la reine de ce petit royaume et qui va être très très attirée par son ombre parce que c'est une reine et elle aimerait bien, elle a quelque chose qu'elle ne possède pas et elle veut s'en accaparer en fait. Voilà. Les contes sont souvent le reflet des préoccupations de la société dans laquelle on vit. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu à l'échelle de Suzine l'idée de mettre un petit élément de morale ou de réflexion pour le lecteur? C'est pas une volonté première. La seule morale qu'on puisse je pense se donner se jouera sur la clôture du troisième volet en fait, parce que individuellement chaque livre n'a pas de morale en soi. Il y a des choses qui sont empruntées à la vie réelle, l'idée d'isolement par exemple, cette petite fille qui va se réfugier dans son monde imaginaire, c'est pas gratuit, non, elle est pas bien dans son monde réel, hein. Elle a besoin de ce que lui racontait sa grand-mère, c'était des histoires merveilleuses. Elle a besoin de les retrouver et ça elle le retrouve par l'isolement vraiment dans son imaginaire. Donc la seule morale qui puisse vraiment y avoir, c'est le rapport à ces trois thématiques, le blanc, le noir et le gris, parce que on a tendance soit à voir tout en rose, soit à voir tout en noir, à se morfondre. Et c'est un concept un peu reçu comme ça, mais l'idée de dire que ça peut être entre les deux, pour moi, ouais, ça peut être une forme de morale en soi. Et dans les remerciements, au tout début du livre, tu dis à Barbara, tu remercies Barbara pour le fait qu'elle t'ait poussé un peu dans tes dessins. Ouais. Est-ce que tu as vraiment repoussé tes limites, hein, Ouais, non, mais en fait, oui, ça a été super important la rencontre avec Barbara, parce que elle a mis le doigt sur quelque chose que je connaissais pas vraiment chez moi. On a souvent tendance, moi dans l'illustration, je me laisse aller sans trop me poser de questions. Je vais m'attacher à des thématiques, des choses que j'ai envie de raconter. Mais la plupart du temps, il y a une grande forme c'est un grand lot de hasard ce que je fabrique avec mes images. Et Barbara, quand elle a vu cette image-là, elle a mis le doigt sur quelque chose qui, moi, me plaisait depuis très très longtemps, que j'avais jamais eu la possibilité d'exploiter. Et elle m'a vraiment poussé aux fesses pour que j'aille dans cette direction-là et que je construise cet univers. Donc il y a eu des ratés au départ. J'ai fait des premières images que Barbara considérait pas à la hauteur. Alors à la hauteur de quoi, je ne savais pas moi à ce moment-là que je pouvais aller plus loin encore dans ces images-là. Mais je me suis plié
au jugement critique qu'elle apportait, qui était hyper intéressant, de dire que les images en soi étaient bien, mais que c'était pas suffisant encore par rapport à ce que je pouvais faire. Moi, j'en avais encore aucune idée, donc je me suis pour le coup laissé vraiment aller, et comme ça avait été le cas pour cette affiche, et j'ai essayé après tout au long de l'histoire d'aller dans mes retranchements, quoi. J'ai appris énormément sur ce bouquin-là. Il y a plein de choses que je pensais pas savoir faire. Je dis pas que je sais plus les faire maintenant, mais ça a été un peu une découverte et des surprises. Et j'aime bien ça en fait, le fait de ne pas être forcément maître dans ce que je suis en train de faire, et d'avoir encore la possibilité d'être spectateur d'un truc qui est en train de se former devant mes yeux. Et quand on est poussé aux fesses par quelqu'un d'aussi talentueux que peut l'être Barbara, oui, ça booste. Ça booste, et ça amène forcément à des résultats qui ne sont pas ceux qu'on pouvait imaginer au départ. Et c'est intéressant. Et sinon, donc, le volume 2 et 3 seront noirs et gris. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, sans trop en dire non plus? Ouais, non, je veux pas trop en dévoiler, parce que ça viendra. Déjà, je m'attache beaucoup à celui-là, parce que ça a été. On va dire que le projet a été initié il y a 1 an et demi. De manière effective, il y a eu 8 mois de travail dessus. Donc là, j'en sors tout juste. Je ne l'ai pas encore suffisamment bien digéré. On va attaquer le 2e tome probablement au mois d'octobre là. Je vais les laisser venir tout doucement pour retrouver la même énergie que j'ai pu avoir dans le premier, et puis aller à la découverte. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que ouais, c'est suffisant pour voir un petit peu comment on va décortiquer notre récit et là où on va aller, quoi. Le seul indice que je peux donner, c'est qu'on a une clé importante à la fin du bouquin qui amène à savoir dans quel type d'univers on va se retrouver pour le 2e volume. Mais après, Merci. Merci à toi.